Excellent début du week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. L'actualité au Rwanda qui commence avec cette bonne nouvelle pour le pays, l'Organisation mondiale de la santé salue un système de santé solide au Rwanda qui a permis au pays de mettre fin à l'épidémie du virus Marburg au Rwanda. C'est donc une réalité. Marburg, c'est terminé. C'est au moment où le Rwanda vient d'annoncer officiellement la fin de cette épidémie par le ministre de la Santé après 42 jours consécutifs sans nouveau cas. Le point avec Jean Damascène Manichim. L'épidémie qui a débuté à la mi-septembre 2024 a enregistré 66 cas confirmés, dont 15 décès et 51 guérisons. De plus, 2 patients ont été extubés avec succès après des soins intensifs, marquant une avancée importante dans la gestion clinique de la maladie. Le ministère rwandais de la Santé indique qu'il s'agit d'une étape importante pour le système de santé publique du Rwanda. Bien que nous pleurions les vies perdues, nous sommes encouragés par les progrès réalisés, a déclaré le ministre Tsadan Sanzimana. Nous avons atteint son point grâce au dévouement de nos travailleurs de la santé, des gouvernements et de nos partenaires, dont la collaboration harmonieuse et l'action rapide et coordonnée ont permis de contenir efficacement l'épidémie. Tukaba duteraniye ahangaha kugira ngo dutangaze ko cyarangiye. Nous sommes là aujourd'hui pour déclarer la fin de l'épidémie. Même si nous le savions depuis des jours, il nous fallait suivre les règlements en cours de l'Organisation mondiale de la santé. Pour déclarer la fin de l'épidémie, il faut au moins 42 jours, soit 21 jours pour voir si la personne contaminée présente des symptômes, et on y ajoute encore 21 jours. À minuit, nous avons totalisé 42 jours depuis que le dernier malade est sorti de l'hôpital, ce qui nous permet de déclarer la fin de l'épidémie de Marburg au Rwanda. Nous avons beaucoup appris de cette épidémie. D'abord, nous savons désormais l'origine de cette épidémie de Marburg. Habituellement, en Afrique, l'épidémie sévissait depuis les coins reculés de la campagne, mais celle-ci a commencé par le centre-ville, à l'hôpital de référence. Avant, pour faire face à de telles épidémies, on faisait recours à l'isolement pour protéger surtout la ville, là où normalement il est difficile d'arrêter la propagation. Pour nous, il a commencé par la ville et nous avons tout fait pour éviter sa propagation en milieu rural. C'est la première leçon, renforcer les capacités pour lutter contre l'épidémie d'où qu'elle vienne. En fait, il était difficile de limiter sa propagation. Cette leçon nous pousse à mettre en place d'autres mesures visant la lutte contre d'éventuelles épidémies. Nous travaillons avec l'Organisation mondiale de la santé pour que les directives en cours soient révisées. Les épidémies peuvent aussi provenir des lieux largement fréquentés au fur et à mesure que les villes agrandissent. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Rwanda, le docteur Brian Chirombo, rend hommage au gouvernement du Rwanda pour une riposte énergétique organisée par le pays, laquelle montre à quel point un leadership engagé, des efforts concertés de la part des partenaires et un système de santé solide sont essentiels pour faire face aux urgences de santé publique, sauver et protéger des vies, ainsi que préserver la santé des individus et des communautés. On behalf of WHO and on behalf of all development partners, we are proud to have worked. Au nom de l'OMS et de tous les partenaires, nous sommes fiers d'avoir travaillé main dans la main avec le gouvernement du Rwanda afin de parvenir à ce résultat spectaculaire dans la lutte contre le virus Marburg. Avec une excellente organisation et des stratégies efficaces, les pertes en vies humaines ont été réduites et la transmission communautaire a été arrêtée. Was significantly reduced and community transmission was stopped. Dès le début de l'épidémie, le Rwanda a activé rapidement sa réponse pandémique. Un poste de commandement opérationnel 24 heures pendant 7 jours a été mis en place pour coordonner tous les aspects de la réponse, notamment la surveillance, les tests, la gestion des cas, la vaccination, la communication sur les risques et l'engagement communautaire. La fin réussie de l'épidémie de virus Marburg souligne l'engagement du Rwanda à construire des systèmes de santé résilients et assurer la préparation du pays à répondre rapidement aux futures urgences sanitaires.
La suite de cette édition, le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Dr Jean Damascène Bizimana, estime que le procès pour génocide organisé en France donne beaucoup de leçons 30 ans après les génocides commis contre les Tutsis au Rwanda. Après la confirmation de la peine de réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de Philippe Hategekimana Manié à la cour d'assises de Paris, le ministre Bizimana indique que la société rwandaise dans son ensemble, en particulier les parents, doivent initier les enfants aux valeurs de la culture rwandaise dès le plus bas âge, suivant le ministre Bizimana. Il y a un certain nombre de leçons qu'on peut tirer de ce jugement. D'une part, Biguma était un sous-officier gendarme qui, en ayant commis le génocide et s'est réfugié à l'étranger, spécifiquement en France, il a obtenu la nationalité, assez rapidement d'ailleurs, parce qu'il s'est réfugié en France en 1999 avec une fausse identité, de faux documents, et en 2005, il a obtenu la nationalité française, ce qui montre que le processus est allé très rapidement. Donc Sogar espérait qu'il avait échappé à la justice. Il se croyait qu'il était sous impunité totale jusqu'à la fin de sa vie. Mais au final, les crimes qu'il a commis les a rattrapés, lui ont rattrapé. Cela montre que le génocide est un crime international, imprescriptible, qui doit être poursuivi et qui est poursuivi d'ailleurs par tout État signataire de la Convention sur le génocide. Donc c'est une leçon pour d'autres génocidaires qui espèrent courir des jours heureux ici et là dans plusieurs pays. Ils doivent savoir qu'à un moment donné, ils devront pouvoir répondre des actes qu'ils ont commis pendant le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Deuxième leçon qu'on retient, c'est pour les victimes. Il faut penser aux victimes. Lorsque la justice est rendue, ça encourage les victimes. C'est un acte qui les aide à faire la mémoire, à faire le deuil, à vivre avec la résilience, à voir que les forfaits et les crimes commis par les génocidaires ne sont pas restés impunis. Donc c'est un acte constructif pour les victimes, parce qu'ils n'attendent que cela, c'est le minimum qu'ils puissent recevoir. Et troisièmement, c'est pour les parents. Nous tous, nous avons des familles, nous avons des enfants. Lorsqu'on étudie le parcours de la plupart des génocidaires, on se rend compte que pour l'essentiel d'entre eux, ils sont nés aux alentours des années 1950 et ils ont grandi dans une période où la haine des Tutsis était un instrument politique, était un acte quotidien accepté par tout le monde. Et donc, le fait qu'ils ont grandi dans la haine les a amenés à une idéologie incarnée en eux de participation au génocide. Et donc, ça montre que les parents doivent éduquer les enfants selon les valeurs culturelles rwandaises, dans la solidarité, dans le patriotisme, dans l'amour d'autrui, dans le respect de l'autre, dans le respect de la vie. Et en leur faisant comprendre que le respect de la vie, c'est quelque chose de sacré. Et cela démontre que ces jeunes-là, qui sont devenus génocidaires, s'ils avaient bénéficié d'une éducation normale, une éducation saine, une éducation qui respectait la vie, ils n'auraient pas pu entrer dans le chemin de commettre un crime aussi grave que le génocide en croyant qu'ils commettaient un acte normal et ordinaire. Les juges de la Cour suprême et ceux de la Cour suprême militaire, ce vendredi, ont rencontré la présidente de la Cour suprême, Domitila Mukanaganzwa, pour échanger sur la gestion des affaires judiciaires et leur rédaction dans le but de garantir que les jugements rendus par ces cours servent des références pour les procès futurs. Le détail avec Amandine Dikoumassabou. Tous les 6 mois, les juges de la Cour suprême et de la Cour suprême militaire se réunissent pour échanger afin d'améliorer leur fonctionnement et garantir une justice équitable. Cette rencontre coïncide avec la prise de fonction de la nouvelle présidente de la Cour suprême, Domitila Mukanaganzwa. Elle a réaffirmé les engagements qu'elle avait pris lors de son investiture, notamment la réduction des arriérés judiciaires et la lutte contre la corruption.
Il est important de respecter la loi dans les procès, bien écrire le déroulement du procès, en particulier les lignes mentionnées par les cours suprêmes, pour qu'à toutes les questions, il y ait des réponses bien appropriées. Dans mon discours, nous avons mis en évidence que la corruption constitue un grand défi qui ne sera en aucun cas toléré. Le suspect de la corruption est mis à part pour un bon suivi. En s'appuyant sur les échanges effectués lors de cette réunion, il a été souligné que cette rencontre constitue une excellente occasion de tout voir en détail et de prendre les décisions visant à améliorer le fonctionnement dans le but de rendre une justice digne de ce nom. La construction d'un état de droit figure parmi les principes fondamentaux de la Constitution du Rwanda et la prise de responsabilité constitue l'une des décisions majeures prises par le pays après le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Les suites de ce journal, le gouvernement du Rwanda se déclare toujours déterminé à ouvrir la paix dans la sous-région, mais déplore les manques de volonté politique des autorités de la République démocratique du Congo qui continuent d'handicaper le retour à la paix. Indication faite donc en début de semaine par le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, après le report d'une rencontre entre les présidents rwandais et congolais à Luanda, c'était donc dimanche dernier. Le ministre a par ailleurs indiqué que la crise congolaise nécessite une solution profonde et non superficielle, suivant le ministre Nduhungirehe avant de recevoir l'invité de notre édition. Imaginons dans le meilleur des mondes que le concept des opérations est appliqué, que donc les FDLR sont neutralisés à 100% et qu'on a une mesure de défense levée à 100%. Si la question des M23 n'est pas réglée, bien sûr, elle va continuer à hanter les relations entre le Rwanda et la RDC, puisque de toute façon, la RDC nous accuse tous les jours de soutenir ce mouvement. Et puis, en outre, nous avons au Rwanda plus de 100 000 réfugiés, des Congolais Tutsis, cette communauté que les M23 défendent, qui a été marginalisée, persécutée et qui est victime des discours de haine. Mais il y a une autre question qui nous préoccupe de plus en plus, qui est les discours de haine ou les discours belliqueux de renversement du gouvernement du Rwanda de la part du président de la RDC lui-même, qui a récemment, le 17 novembre, déclaré que si le peuple on lui accordait l'opportunité de réviser la constitution congolaise, il changerait de régime au Rwanda. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a nos mesures de défense à notre frontière, puisque ce n'est pas l'envie qui a manqué au président congolais de renverser le régime, c'est la capacité de le faire. Avant même d'entamer les négociations sur le texte, donc le projet d'accord, j'ai d'abord rappelé ce qui s'était passé sur le terrain depuis la 6e réunion du 25 novembre jusqu'à la réunion, donc la 7e réunion d'hier. Et donc la situation sur le terrain, c'est une militarisation continue de troupes additionnelles, de nouvelles armes, y compris des drones d'attaque. La collaboration continue avec les militaires burundais, les Wazalendo et les mercenaires européens, tout ça dans un contexte de discours de haine et de discours bellicaux et de renversement de régime. Donc cela ne correspond pas à ce qu'on fait dans le processus de Luanda, ce qui démontre le manque de volonté politique de la part du gouvernement de la RDC. Nous venons donc de le suivre, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, qui est donc le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, ce qui nous permet de recevoir dans ce studio, dans le cadre de l'entretien de la semaine, notre invité, c'est Tite Gatabazi. Bienvenue dans ce studio. Merci Patrick. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes juriste de formation, oui. Vous êtes analyste politique, oui. Et surtout spécialiste de la région de Grand Lac. Et je te remercie beaucoup. Voilà, donc le week-end dernier, comme nous venons de le suivre, c'était donc dimanche, les yeux étaient rivés vers Luanda, la capitale
de l'Angola, hein, où le médiateur devait donc nous annoncer normalement la bonne nouvelle, la fumée blanche, annonçant le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Malheureusement, c'était la déception avec le refus de Kinshasa d'engager des échanges avec les M23. Et pourtant, les forces de Kinshasa, comme nous le voyons, passent de revers à revers, hein, sur le terrain face au M23. Comment expliquer, selon vous, que Kinshasa refuse de négocier? Pourtant, ces forces sont en difficulté et ils reculent de tous les jours sur le terrain. Parce que Kinshasa essaie de gagner du temps, parce que Kinshasa a de gros intérêts de perpétuer la situation de guerre, d'insécurité et d'instabilité à l'est de son pays, étant donné que, regardez bien, 15 jours avant, il y a une correspondance du ministre angolais des Affaires étrangères qui confirme quand même le sommet aura lieu, parce que Kinshasa nous a confirmé qu'il va dialoguer avec le M23. Le 14, les ministres se réunissent et la ministre congolaise dit à son homologue rwandais, il est hors de question de dialoguer. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Regardez un peu ce qu'on vient déclarer après Luanda. Le gouvernement congolais ne trouve pas d'inconvénient à ce que le M23 soit réintroduit dans le processus de Nairobi. Faites attention, il y a de la triche dans la réhabilitation de Nairobi. Depuis le format de Nairobi, il y a eu des évolutions. Kinshasa a légalisé les Wazalendo, a intégré tout ce qui était Maï et consorts au sein des FARDC. Kinshasa est en alliance avec les Codeco à Ituri. Il n'y a pas un autre groupe armé à l'est de la République démocratique du Congo, en dehors du M23, qui combat le gouvernement congolais. Ça veut dire que pour aller à Nairobi, ce sera un face-à-face entre le gouvernement et le M23. Mais depuis la phase de Nairobi, il y a eu aussi une évolution au sein du M23. Le M23 est rentré dans une nouvelle coalition avec l'Alliance Fleuve Congo. Et donc, vous ne pouvez pas séparer le M23 de l'AFC et inviter le président Bissimwa et exclure le coordonnateur général Corneille Nangaa. Et donc, le discours de Kinshasa sème la confusion à la fois pour ne pas passer aux choses sérieuses, mettre en application ce qui a été convenu à Luanda, ça veut dire la neutralisation de FDLR, ils ne veulent pas. Ça veut dire le dialogue avec le M23, ils n'en veulent pas. Ça veut dire obtenir enfin la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, ils n'en veulent pas non plus. Alors, il y a une nouvelle rhétorique. Hein. On parle au niveau de Kinshasa qu'il faut séparer les accords de Nairobi, d'une part, qui doit concerner les groupes armés opérant à l'est de la République du Congo, et pour parler à Luanda, qui doit concerner les deux États entre le Rwanda et la RDC. Expliquez-nous tout cela. C'est très facile. Au départ, il y a le processus de Nairobi. Et d'ailleurs, Luanda, on a commencé par appeler ça la feuille de route de Luanda. C'est devenu comme ça dans le langage courant, processus de Luanda. Mais ce n'est pas grave le problème d'appellation. Le contenu, c'est quoi? Nairobi, c'était les groupes armés. Et il y en avait pléthore. Invités à Nairobi pour disséquer les causes réelles de cette prolifération des groupes armés. Qui a des revendications? Est-ce qu'on peut en discuter et est-ce qu'on peut obtenir un accord? Et c'était sous la houlette de l'ancien président Uhuru Kenyatta. Luanda
suite à la décision de l'Union africaine qui a confié la médiation au président angolais João Lourenço entre le Congo et le Rwanda, lesquels deux pays s'accusent mutuellement. Kinshasa dit, vous soutenez le M23. Kigali dit, attention avec vos FDLR qui constituent une menace existentielle pour nous. Et j'en veux pour preuve, ils ont déjà tiré sur le Rwanda. À Kinigi, ils ont tiré et du côté de Tchangougou. Et donc, le président angolais fait la médiation entre les deux pays. Ça fait quand même un temps qu'on compte les réunions à Luanda. Ça veut dire qu'il y a eu une évolution. On en arrive à la neutralisation des FDLR, après beaucoup de tergiversations du côté de Kinshasa. Ils n'existent pas, c'est des coupeurs de route, c'est des résidus. On a trouvé des vocabulaires pour nier ou minimiser la menace FDLR. En définitive, on dit oui, ils sont chez nous, on les héberge, on les arme, on leur donne de l'argent, on va les neutraliser. Si on les neutralise, Rwanda, vous baissez vos mesures de défense. Mais les deux ne suffisent pas, étant donné qu'il y a la question du M23. Le Congo va continuer à accuser le Rwanda de soutenir le M23. Et donc, mettons le M23 avec et réglons les trois questions. Kinshasa dit à Luanda, oui, pas de problème, on va causer. Le ministre arrive, la ministre congolaise dit, il est hors de question. Voilà pourquoi, que ce soit Luanda, que ce soit Nairobi, les deux processus, je crois, convergent vers à la fois la solution juste et durable de l'insécurité et l'instabilité à l'Est. Donc, qu'on ne nous embarque pas dans la diversion en disant on va renvoyer encore les groupes armés à Nairobi. Il n'y a plus d'autres groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo en dehors des ADF qui sèment la mort et la désolation à Beni et ses environs, et les FDLR qui sont le groupe génocidaire composé des Rwandais. Les Codeco sont alliés au FRDC, il n'y a plus de Maïmaï, ils sont tous habillés en uniforme FRDC. Et donc, s'il faut aller à Nairobi, ce sera l'AFC, M23, en face du gouvernement congolais. Mais je crains que Kinshasa ne traîne les pieds, ne multiplie comme ça des allers-retours. Un coup c'est oui, demain ça se transforme en non. Ils vont poser des conditions difficiles à réaliser parce qu'ils ont de gros intérêts financiers à l'Est, parce qu'ils sont tenus par les FDLR. Les FDLR, c'est vraiment la colonne vertébrale des FRDC. Les FRDC ne sont pas capables de neutraliser les FDLR. Ils ne sont pas capables. Justement, parlons des FRDC. Oui. Pas plus tard que hier soir, le président Félix Tshisekedi a procédé à des profonds changements au sein de l'appareil de sécurité et militaire de son pays, avec les départs notamment du chef d'état-major général des forces de la République démocratique du Congo. Il y a le chef des renseignements qui a été remercié. Il y a également les traits médiatiques général Chico, ce que certains appellent Rambo. Oui, oui, pas Chico Chitambwe. Voilà. Oui. Et comment interprétez-vous ces changements au sein de l'appareil militaire? Ça sera notre dernière question pour aujourd'hui. C'est un coup d'épée dans l'eau, c'est une diversion parmi tant d'autres. Les FRDC sont gangrénés par la corruption, par à Goma dernièrement. On en a attrapé 2 ou 3 qui vendaient les armes, disons, aux groupes armés. Tout le monde sait que les officiers supérieurs des FRDC font du commerce. Tout le monde sait qu'ils ont des carrés miniers à l'Est et qu'ils se battent pour venir faire la guerre, mais venir plutôt s'enrichir. Alors, est-ce que vous avez travaillé
sur l'organisation et le fonctionnement des FARDC. Est-ce que vous mettez de la compétence et de la méritocratie au lieu de faire du tribalisme? Est-ce que vous remontez le moral des troupes? Non. On fait une opération de chaise musicale, on essaie de faire plaisir à certains, ça veut dire qu'on frustre d'autres. Les FARDC vont continuer avec cette cacophonie qui caractérise les institutions congolaises. Et la toute dernière question. Vas-y. Bon, on est déjà habitué à cette musique de Kinshasa pour tout rejeter sur le Rwanda. Comment expliquez-vous, quand on voit les images de Kinshasa que vous connaissez il y a une trentaine, quarantaine d'années, quand on voit Kinshasa aujourd'hui avec des immondices en plein centre-ville, est-ce que c'est encore la faute du Rwanda qui est autant d'immondices en plein centre-ville? Si ce n'est pas la faute du Rwanda, ce sera la faute à l'ancien président Kabila ou la faute à la Constitution. Il faut qu'on trouve un bouc émissaire. Et ce bouc émissaire, aujourd'hui, à la mode, c'est vraiment la Constitution qui empêche le chef de l'État d'agir. Et donc, c'est la Constitution, ou alors le président Kabila, qui est toujours présent. Son nombre... il n'y a pas que les immondices et l'assainissement de Kinshasa. Il y a les salaires qui ne sont pas payés, en tout cas au niveau des fonctionnaires. On voit beaucoup de grèves à Kinshasa. C'est la faute au bouc émissaire. Il y a pléthore de promesses du chef de l'État qui ne sont pas réalisées. Non, ce doit être soit le Rwanda, soit l'ancien président Kabila, soit la Constitution et jamais le régime de Kinshasa. Ça sera donc le mot de la fin. Tite Gatabazi, merci. Merci. Nous rappelons aux téléspectateurs que vous êtes analyste politique et spécialiste de la région de Grand Lac. Avant de boucler cette édition, restez avec nous pour vous signaler qu'il y a une réunion qui se déroule à Kigali, qui réunit donc le chef d'état-major des armées de la région. 8000 soldats sont donc prêts, ce qui a été annoncé, à intervenir en cas de crise dans les pays de la région de l'Afrique de l'Est. Cette indication a été faite donc au cours de cette réunion à Kigali, réunissant des experts des forces toujours prêtes à intervenir dans la région de l'Afrique de l'Est. Ce groupe est composé des militaires, des policiers, des civils provenant de la région de l'Afrique de l'Est. Le participant à cette réunion examine les réalisations de ces groupes pour l'année 2024, les défis rencontrés, ainsi que les résolutions qui seront soumises aux autorités compétentes. Nous reviendrons avec plus de détails lors de nos prochaines éditions. Voilà donc tout pour l'actualité de ce vendredi. Excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.